hausse malgré une guerre, malgré le conflit en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz donc fin février qui a eu comme pour conséquence la forte hausse du Brent et qui aurait pu faire chuter les marchés, ce qui les a fait chuter pendant tout le mois de février et une grande partie du mois pardon, pendant tout le mois de mars. Mais finalement, après le point bas du 30 mars, on a eu une très forte remontée des indices qui s'est traduit par une hausse donc généralisée avec une surperformance de tous les indices exposés à l'IA et notamment aux semi-conducteurs, puisque le Kospi coréen est à plus 101%. Derrière, on a le Nikkei à plus 40 et le Nasdaq à plus 13%. Ce qu'on notera et qu'on a mis en évidence, c'est la très bonne performance des small et mid aux US, puisque le Russell 2000 achève le semestre sur une hausse de plus 22%, ce qui est son meilleur premier semestre depuis 91. Tout ça, c'est lié à la vague IA qui, eh bien, contrairement, je dirais, aux évolutions de la tech des dernières années, qui avait vraiment été concentrée sur les Magnificent Seven, eh bien, a essaimé et toute la chaîne de sous-traitance de ce secteur en a profité, ce qui explique largement la performance du Russell 2000. En Europe et en France en particulier, on a également vu ce mouvement de hausse des semi-conducteurs tirés par la demande de l'IA et des data centers, puisque les 5 plus fortes progressions sur Euronext Paris et Euronext grosses, je dirais, cumulées, en se concentrant sur les capitalisations supérieures à 20 millions d'euros, eh bien les 5 plus fortes, c'est Cadre, Soitec, Ribert, ST Micro et 2CRSI, donc des sociétés directement liées à ce mouvement. Et derrière, on retrouve OVH Cloud, donc dans les data centers, Semco Technologies et Mersen, qui eux aussi sont liés à la demande en semi-conducteurs. Voilà pour ce petit récapitulatif. Pour terminer, un mot sur le CAC Mid and Small qui, lui, finalement, a sous-performé le CAC 40 à la fin du premier semestre. Il y a des raisons assez techniques aussi. Il y a eu un impact très fort d'Abivax. Euh, Abivax qui, après avoir explosé pendant une grande partie du premier semestre, a chuté de moins 44% en juin à l'issue des résultats d'une phase 3 qui était inquiétante sur les conséquences du médicament. Ça a donc fait chuter le CAC Mid and Small. Depuis le 22 juin, Abivax est dans le Next 20 et on va voir sur le récap de la semaine que depuis, le titre est reparti très fortement à la hausse après justement des nouveaux résultats enfin, rassurants en tout cas. Sur la semaine écoulée, on a eu une semaine très positive, en particulier en France, mais aux US aussi. Une semaine positive aux US malgré il y a une poursuite de la correction sur les semi-conducteurs. Euh, L'indice des semi-conducteurs aux US a baissé de 7% dans la séance de mercredi ou de jeudi, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a eu en tout cas une nette baisse, une baisse qui a été compensée au niveau du Nasdaq et des grands indices par le bond d'Apple, qui fait que les indices américains finissent en hausse de l'ordre de 2%. Performance à jeudi soir, puisque vendredi, les marchés américains étaient fermés. En Europe, on a un Eurostock Small qui est à des nouveaux Eurostock 600 pardon, qui a atteint encore des records et qui a progressé de plus de 2%. Et en France en particulier, le CAC 40 a progressé de 1,5%, 63% de valeur en hausse. Alors sur le CAC 40, la hausse a été essentiellement tirée par le secteur aéronautique défense, puisqu'on retrouve Thales, Airbus et Safran dans les 5 principales progressions, plus 10 pour Thales, plus 7 pour Airbus, plus 7 pour Safran. C'est évidemment l'actualité entre la Russie et l'Ukraine, toutes les questions de réarmement européen, une nouvelle alliance d'Airbus avec Brave One pour l'innovation de défense en Ukraine, qui a permis au secteur de repartir à la hausse. On notera que ce matin, on a eu l'annonce du rachat d'Exail Technologies
par Thales, finalement. La semaine dernière, on avait eu l'annonce de négociations exclusives avec Safran. Les négociations avec Safran n'ont pas abouti et c'est finalement Thales qui va remporter le morceau avec une offre qui était légèrement, enfin qui était revue en hausse, puisqu'on est à 134 euros par titre dans l'offre de Thales, alors qu'on était à 128,5 pour celle de Safran. Dans les autres hausses du CAC 40, on notera que ArcelorMittal a progressé de 11,6%. On est à plus 50% year to date, avec sur Arcelor la fin du première tranche de rachat d'actions et le lancement d'une seconde phase de rachat. Voilà pour les principales hausses. Dassault Systèmes qui a également légèrement rebondi, plus 4%. Il y a eu un rebond assez généralisé des softs aux US. Néanmoins, Dassault Systèmes est encore en baisse de plus de 20% depuis le début de l'année. Et on notera qu'il y a en plus l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni qui a ouvert une enquête sur SolidWorks, donc le logiciel de Dassault, qu'il faudra suivre ça dans les prochaines semaines et prochains mois. En baisse, on retiendra la baisse de 7% de Kering, qui a, comme beaucoup de valeurs du CAC 40, organisé un pré-close call pendant la publication des résultats semestriels dans les 15 prochains jours. Ce qui en est ressorti, c'est que, et en tout cas, les analystes n'ont pas été très rassurés le redressement de la croissance, en particulier chez Gucci. Et donc, on a eu des abaissements d'objectifs de cours, enfin, une légère révision et des opinions plutôt neutres de la plupart des analystes. Voilà pour les baisses. Orange a également baissé de 6,6%. Si je passe au Next 20, ça me permet de faire la transition avec ce que je disais un peu plus tôt. Un bond de 5,2% pour le Next 20. Alors 85% de valeur en hausse, mais une valeur qui a largement tiré l'indice, c'est Abivax. Abivax qui a bondi de 60% après des nouveaux résultats de phase 3 qui ont rassuré sur les risques du produit, du médicament développé par la biotech française. Et en parallèle, profitant de cette annonce, Abivax a procédé à une levée de fonds. Il visait 600 millions de dollars. Finalement, in fine, le groupe a levé 920 millions de dollars, qui lui donne évidemment de la visibilité pour le financement de son dépôt réglementaire dans les prochains mois. Au-delà de cette progression spectaculaire, on notera que Dassault Aviation a progressé de 6,3% dans la dynamique du secteur de la défense. Parmi les rares publications, Sodexo a également fini en territoire positif après avoir révisé à la hausse jeudi son objectif de croissance interne sur l'année en cours. Sodexo vise désormais une croissance organique de 1,2 à 1,5% contre 0,5 à 1% précédemment, une marge d'exploitation de 3,2 à 3,4%. En baisse, Clépierre est la principale baisse, moins 4%. On verra que c'est un mouvement assez général sur les foncières la semaine dernière. Passons aux valeurs moyennes. Le CAC 1060 plus 3,2, près de 80% de valeurs en hausse. Donc là aussi, un mouvement général de remontée, avec en vedette le secteur du spatial, puisque SES bondit de 24% et Eutelsat de 16%. Alors sur SES, il y a eu une actualité positive, puisque il y a des perspectives de réaffectation des fréquences de la bande C aux États-Unis. C'est une annonce du régulateur américain. Et cette opération, ça pourrait bien apporter évidemment du cash à SES qui détient 90% de la bande C depuis qu'il a racheté Intelsat. Et voilà, on parle de montants importants, puisque en 2022, le Federal Communications Commission avait récolté 80 milliards de dollars et on avait redistribué une petite dizaine de milliards aux opérateurs.
ça pourrait permettre à SES d'accélérer son désendettement. Euh, Ensuite, derrière le spatial, eh bien, on a Exosense dans le domaine de la défense qui avait progressé de 9%. Évidemment, cette progression s'inscrivait également dans l'annonce de l'OPA sur Excel Technologies. Euh, Comme j'ai déjà évoqué, c'était Safran qui était en lice et finalement c'est Thales qui devrait finaliser l'opération d'ici fin 2027. Derrière, Mersenne reprend 12,4%. Mersenne qui est désormais à plus 77% year to date. C'est clairement l'un des grands gagnants des 3 derniers mois. Et, eh bien, Mersenne a été également soutenu la semaine dernière par une recommandation positive d'Odo BHF qui note la reprise de la croissance avec la forte demande dans le secteur des data centers. Vusion Group également reparti à la hausse, plus 15% pour Vusion, qui est pourtant encore en baisse de près de 30% year to date. Enfin, bonne semaine pour Lizzy, Lizzy qui a gagné près de 7%. On a publié pour notre part une note positive sur notre site allez, la semaine dernière après la visite de site aéronautique. Clairement, Lizzy pour nous et dans l'univers des mid-cap françaises, des rares leaders mondiaux avec des vrais avantages compétitifs durables en termes industriels. Et on pense que la valorisation est encore abordable, même si elle est pas donnée, mais quand on met en lien les perspectives du secteur aéronautique, le levier qui est encore très important sur la rentabilité pour l'EASY, et qu'on compare ça aux autres acteurs du secteur en, en Europe et dans le monde, clairement, c'est sur le moyen long terme une valeur qui recèle encore du potentiel. Et d'ailleurs, elle a été intégrée à la liste de Ports en Part, la liste mensuelle, au même titre qu'Infotel, de CRSI, Planisware et Thermador. On verra que ça a largement bénéficié à de CRSI et Planisware. Parmi les publications, là encore, il n'y avait pas grand-chose, mais Pluxee, comme Sodexo, sa maison mère, a publié son chiffre d'affaires trimestriel, un chiffre d'affaires qui est ressorti en baisse de 3,3%, mais ce qui est mieux que les attentes, puisque les analystes étaient plutôt tablés sur moins 4,3%, donc c'est moins mauvais que ce qui était attendu. Et le groupe a confirmé ses objectifs annuels qui, il faut avoir en tête, avaient été abaissés en novembre dernier en raison des difficultés au Brésil. Parmi les rares valeurs en baisse, Viridian, moins 8,5%. Kepler Cheuvreux a baissé son objectif de cours à 140 contre 180 euros sur Viridian. Enfin, Gecina, à l'instar de Clépierre, une autre foncière, a reculé de moins 1,7%, mais c'est une pondération importante dans le MID 60. Un mot du CAC Small maintenant. CAC Small qui finit en hausse de 3,6% après une très bonne fin de séance vendredi, hein, puisqu'on était à plus 2 à mi-journée. Donc, il y a eu une vraie accélération. En tête des biotech, Genfit et Carvolix, hein, qui progressent de plus de 20% chacun. Inventiva également dans le même secteur qui gagne 11%. Un secteur des biotech qui a tiré l'indice. Et hors les biotech, on a Planisware qui a gagné près de 20%, plus 19,6% pour l'éditeur de logiciels qui, comme je l'évoquais, a été intégré dans la liste de ports en part, hein, qui a soutenu la valeur. Dans le secteur global de la tech, on notera la progression de 9% pour OVH Cloud qui a plus 104% year to date et Wavestone qui a rebondi de plus 9% également la semaine passée. Et d'ailleurs, ça me permet d'évoquer le fait que demain, il y aura la présentation de Numéum, donc le syndicat des éditeurs logiciels et des sociétés de conseil et de services numériques, qui présentera les chiffres du premier semestre et les perspectives pour l'ensemble de l'année pour le secteur en France. Un mot rapidement des baisses sur le CAC Small. On a encore Maison du Monde, Big Ben et Maison Pommery qui sont en baisse, mais c'est des difficultés durables
est spécifique à ces dossiers. Equinox qui a un peu reculé euh, à l'approche de la publication de son T2, puisque le groupe publiera le 9 juillet. Comme d'habitude, souvent il entamera cette période des publications pour les small et mid françaises. Beneteau a également baissé de 5,2%. Euh, une opinion neutre pour UBS qui a légèrement ajusté son objectif de cours à 7,10 € sur Beneteau. On verra dans notre playlist qu'il y a eu pas mal d'actualités sur le secteur du nautisme. Et ça me permettra d'enchaîner là-dessus. Pour terminer sur les performances des small et mid françaises, hors indice, comme je l'évoquais, de CRSI qui reprend 32%. Le titre a désormais repris à peu près les 2 tiers de la baisse qui avait été consécutive à l'attaque de Grizzly Research. Dans les progressions, on pourra noter la hausse de près de 19% de Plastivaloir et également la hausse de 16,5% d'Odyssée Technologies qui, la semaine passée, enfin, il y a une dizaine de jours, a conclu l'acquisition de SMES, une société de mécanique de précision. On parle d'un chiffre d'affaires de 5,4 millions d'euros. Ça comparait à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions pour Odyssey Technologies. Donc c'est une opération qui est quand même assez significative à son échelle. Au niveau européen, l'Eurostoxx Small, lui, il a progressé de 2,5%, avec un peu plus de 70% de valeur en hausse, avec une hausse plutôt concentrée sur les cycliques, l'industrie et l'industrie de la défense en particulier. ThyssenKrupp gagne 16,2% et toujours en Allemagne, Kion progresse de 13,7%. Et Aumovio, donc, équipementier auto allemand, gagne également 13,8%. Et dans le secteur de la défense, c'est Indra Systemas qui reprend près de 10%. Indra Systemas on a globalement fini avec ses problèmes de gouvernance et qui repart à la hausse. Et dans les ESN, on a Reply également qui a bien progressé, l'ESN italienne. Voilà pour les performances de la semaine. Un bilan depuis le 1er janvier. On a désormais le Next 20 qui est en tête après la très forte progression de la semaine passée, liée largement à Bivax. Mais donc, le Next 20 est quasiment à plus 5%. Donc, comme il est très concentré, sa performance est à relativiser. Mais sur le CAC 40, on est à plus 4,3%, tandis que sur les indices valeurs moyennes, on est un peu plus de plus 2%. L'Eurostoxx Small, lui, est largement en tête avec plus 7,4%. Il faut dire que les valeurs françaises sont en retard, puisque que ce soit le MDAX ou l'Italia Mid ou le Medium, en Espagne, on est des hausses entre 7 et 8%. On a clairement une sous-performance des valeurs françaises. Un mot de notre buy list maintenant, une buy list qui fait plus 1,5% sur la semaine, 60% de valeur en hausse, on a une légère, enfin une sous-performance liée essentiellement donc à Cricri qui replie de 4%, Virbac moins 2,5% et Exaum moins 3,2%. Sur Exaum, il y a eu une interview du management sur Zone Bourse qui s'est montré prudent sur la top line et enfin, sur les prises de commandes qui restent à peu près stables à fin avril, mais le management notait quand même un impact du conflit au Moyen-Orient euh, avec un peu plus d'incertitude, des taux qui se tendent un peu. Mais désormais, le conflit est en voie de règlement. On devrait y avoir une reprise. Et surtout, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un discours qui est très confiant sur la rentabilité. Euh, Management a même évoqué une marge opérationnelle à moyen terme de 7%, comparé à 4% en 2025. Et historiquement, déjà, 4% était plutôt un point haut. Donc, on a des perspectives inférieures largement inférieures à ces 7%. Et malgré tout, le titre se paye 3 fois l'EBITDA et affiche une décote de 20% par rapport à l'actif net. Donc, on est toujours positif sur Exaum. Le point positif de la semaine, c'était la hausse des ESN. Infotel plus 6,7 et Alten plus 4,6 et qui s'inscrit, enfin, qui peut trouver la justification dans l'OPA sur Nagarro, qui était annoncé lundi dernier, cette ESN allemand, enfin côté à Francfort, et dont on avait initié le suivi en janvier
Eh bien, finalement, il y a une ESN indienne, Persistent, qui a lancé une OPA, et cette OPA montre quelque part les niveaux de valorisation un peu aberrants sur les ESN, puisque le prix proposé de 81 euros présente une prime de 140% sur Nagaro. Il faut dire que le titre de Nagaro avait baissé de 54% depuis janvier. Donc, une prime de 140%, ce qui finalement fait qu'on est au-dessus du cours au moment où on avait initié sur Nagaro. Donc, on se félicite de ça, mais le parcours aura été quand même compliqué sur Nagaro sur le premier semestre avant cette annonce. Ça me permet de faire un petit bilan sur les valeurs, les stock picking européens. Mais sur Cricri Milk, on est à plus 49% depuis qu'on a initié. Ça se compare à plus 10% pour l'Eurostock Small sur la même période. Donc sur Nagaro, après l'OPA, on est à plus 10%, contre plus 4 pour l'Eurostock Small sur la même période. Rosenbauer, qu'on a initié il y a une grosse dizaine de jours, on est à plus 1%. Et seule la première initiation, qui était la société finlandaise Relais, est en négatif, on est à moins 10%. Mais voilà, on espère que le titre va se revaloriser dans les prochains mois, avec les prochaines publications. Un mot sur les publications de la semaine passée, qui étaient assez peu nombreuses, mais on a eu quand même Fontaine Pajot, qui a publié ses résultats semestriels, des résultats qui ont été en baisse, je dirais, comme prévu. On est à moins 70% sur le ROC et moins 66% sur le résultat net. Néanmoins, ce qu'on retient, c'est que le groupe est toujours des résultats toujours largement positifs. À comparer par exemple à Katana ou même Beneteau, qui avait connu des pertes, on voit la résilience de Fontaine Pajot. On a une marge d'EBITDA qui reste supérieure à 9%, un free cash flow qui est positif, donc ça confirme quand même les fondamentaux très, très positifs de Fontaine Pajot, qui est quand même qui bénéficie de son positionnement plus haut de gamme, d'une clientèle qui est beaucoup plus tourné vers les particuliers et moins dépendant du marché des loueurs, ce qui lui permet de mieux résister. Bon, la valorisation reste à nos yeux toujours extrêmement basse. Euh, Évidemment, il faudra être patient pour que la croissance reparte, mais sur le moyen long terme, on a toujours aucun doute sur la solidité de Fontaine Pajot. À noter que dans le secteur, justement, Katana a annoncé vendredi qu'il avait été victime d'un incendie sur son site du Canet en Roussillon. Parmi les small caps, on a voulu évoquer la publication de Piscine des Joyaux, puisque Piscine des Joyaux était redevenu, je dirais, à la mode depuis la canicule de ces dernières semaines. Et le titre avait rebondi de 25% depuis 2 mois. Pour le coup, les résultats semestriels qui concernaient le début de l'année ne sont pas bons. Les résultats, les pertes se sont aggravées sur le premier semestre. Bon, néanmoins, le groupe a toujours du cash, et on peut penser que la croissance pourrait repartir avec cet effet de canicule. Néanmoins, les indications qui étaient présentes dans le rapport semestriel n'étaient pas très pertinentes, puisqu'on a noté que c'était le même commentaire qu'il y a un an. Donc, le groupe n'évoquait pas du tout de reprise et de potentiel impact des différentes canicules. On pense que ça devrait pouvoir avoir un impact, même si, il y a également des questions réglementaires sur les possibilités d'obtenir des permis de construire de piscine, qui sont quand même un frein en France ces derniers trimestres. Pour terminer cette conférence, eh bien, je vais évoquer l'actualité à venir, puisque là, on va rentrer tranquillement dans la période des publications du premier semestre, avec des chiffres d'affaires dans un premier temps, puis des résultats. C'est Equinox, comme je le disais, qui va ouvrir le bal jeudi. On attend un retour de la croissance sur Equinox en year-on-year. Évidemment en séquentiel aussi, puisque c'est au T3 de l'an dernier que l'activité s'était effondrée. Donc au T2, là, on n'attend pas je dirais, une croissance très forte, mais néanmoins autour de 1%, au vu de ce qui s'était passé au premier trimestre, d'autant que l'effet dollar, comme pour toutes les autres sociétés exposées à cet impact, sera bien moindre au T2 qu'il l'a été au T1, puisque le T1 marquait un point bas à ce niveau. Au-delà d'Equinox, on attend les résultats annuels également de deux sociétés,
Et dans les deux cas, on attend des résultats en net repli. C'est le cas pour TFF. Euh, on attend un chiffre d'affaires en baisse de l'ordre de 20 à 25% et donc une nette baisse des marges qui devrait, en termes opérationnels, être autour de 10% contre plus de 14% l'an passé. Clairement, le momentum n'est pas favorable sur TFF. Et on aura en fin de semaine les résultats de Pougoula, les résultats qui vont également être en net repli après un T4 qui était franchement décevant, puisque le T4 était en baisse de moins 3%, alors que nous attendions, et le management s'attendait à une hausse de plutôt 10% dans la lignée du T3. Donc cette absence de volume au T4 se fera sentir sur les résultats annuels. On va avoir très certainement une hausse de l'endettement avec un effet stock. Le retour de la croissance est espéré en 26-27. Et là aussi, prudent sur Pouvoula, sur lequel la visibilité reste encore limitée. La valorisation n'est pas extrêmement attractive. Enfin, ça dépendra également de l'atterrissage et des résultats annuels. Voilà, j'en ai terminé avec cette conférence hebdomadaire. Merci pour votre présence. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions tout au long de la semaine. On vous retrouvera, eh bien, pas, alors lundi prochain, on ne fera pas de conférence hebdomadaire le 13 juillet. On pense qu'il y aura assez peu d'assistance, mais on vous enverra évidemment notre document vendredi qui permettra également de se projeter sur les publications qui vont s'accélérer la semaine prochaine. Et puis dans 10 jours, avec beaucoup de publications semestrielles, surtout du T2, qui permettront de mesurer l'impact ou non du conflit au Moyen-Orient. Ça permettra de remettre à jour les attentes sur les small et mid cap. Enfin, vous aurez les données dans notre document récapitulatif du premier semestre. Mais globalement, on attend encore des résultats. Alors, un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 3% sur les small et mid en 2026 et une progression de l'EBE de l'ordre de 5%, ce qui est un peu moins que ce qu'on attendait en début d'année, puisqu'on était plutôt autour de 7-8%. Mais on est toujours dans une perspective d'amélioration des résultats, sachant que les valorisations restent basses, à la fois dans l'absolu, avec une valorisation à peine à une fois l'actif net, et par rapport à toutes les autres indices européens, on a toujours une décote de près de 15-20% pour les valeurs françaises et on espère que ça va évoluer positivement au cours du second semestre. Voilà, merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui réécouteront cette conférence sur notre site YouTube. Eh bien, encore une fois, on vous retrouve dans 15 jours pour un point sur le début des publications semestrielles. Merci à vous.